Donc ce matin, on a choisi de vous présenter un webinaire sur les sociétés civiles immobilières et le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt société. Je vais donc partager la présentation et puis vous aurez la possibilité dans le chat de poser des questions. Je regarderai les questions les plus générales ou les points que je n'aurai pas abordés pour pouvoir y répondre. Le principe du webinaire étant vraiment de vous faire prendre conscience de certains points fiscaux importants dans une prise de décision et notamment dans le cas présent au moment de l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, on va pouvoir, je vais partager la présentation. Voilà, nous y sommes. Alors, je vais juste... Donc, ce qui est important de savoir concernant l'acquisition de biens immobiliers vis-à-vis des sociétés immobilières, civiles immobilières, c'est qu'on a deux facultés aujourd'hui d'utilisation et d'options fiscales. Soit on souhaite acquérir un bien immobilier par l'intermédiaire en privilégiant la SCI à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle la SCI transparente, où on souhaite opter à l'impôt société et donc dépendre de la fiscalité plutôt générale des entreprises et donc du bénéfice de l'impôt société. Historiquement, les sociétés civiles immobilières qui se créaient rentraient toutes dans un schéma d'impôt sur le revenu. On va voir que ça a beaucoup évolué parce que la fiscalité évolue et que depuis un peu plus de 20 ans maintenant, on a ce qu'on appelle les contributions sociales qui sont un peu venues fausser la donne. Et à côté de ça, on a un impôt sur le revenu élevé. Alors, en France, on considère qu'il est élevé quand on le compare à d'autres pays en Europe. On a un impôt sur le revenu avec des tranches qui sont relativement larges et des impositions plutôt basses, ce qui pourrait vous surprendre. Mais... Alors, préalablement, pourquoi on parle de la société civile immobilière pour l'acquisition d'un bien ? Parce que qu'on soit célibataire, marié, avec des enfants, le sujet se pose d'utiliser et d'acheter un bien par l'intermédiaire d'une société civile. L'intérêt primordial pour moi se trouve dans la possibilité de transmettre un bien immobilier à différentes personnes. Donc, il y a un effet vraiment de transmission, mais aussi de détention. Lorsqu'on veut détenir un bien à plusieurs, soit on va se trouver en indivision, avec toutes les difficultés liées à l'indivision et le fait qu'à n'importe quel moment, on puisse sortir de l'indivision. Et puis, dans une SCI, on répartit, on a des statuts qu'on peut organiser. On est relativement libre dans le statut de société civile pour conserver durablement un bien. Donc, l'intérêt avant tout de la société civile immobilière, c'est l'acquisition d'un bien pour pouvoir le détenir à plusieurs et puis le transmettre pour plus tard. D'où le choix de la fiscalité et des incidences qui sont liées à cela. Voilà pour bien poser la problématique. Alors maintenant, on va parler de la société civile à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle la société civile transparente, article 8 du Code général des impôts. Ça veut dire que les associés vont payer l'impôt sur les bénéfices dans le cadre de leur déclaration d'impôt personnel et dans la catégorie des revenus fonciers. Vous avez 30% d'une SCI, vous allez déclarer 30% du bénéfice et être imposé dans le cadre de votre impôt sur le revenu. La société va souscrire une déclaration 2072 et elle n'a rien à payer. Et chaque associé va prendre la quote-part qui lui revient dans le cadre de cette 2072 et la déclarer dans sa déclaration de revenus fonciers et dans sa déclaration 2042. Si on a un déficit dans le cadre de cette déclaration, dans la limite de 10 700 €, alors avec
certaines particularités liées notamment à l'origine du déficit, est-ce qu'il est lié à de l'emprunt ou pas, on peut imputer ces 10 700 € sur le revenu global. On n'a pas d'obligation comptable particulière pour les SCI à l'IR et on a le pendant de l'imposition, un régime particulier concernant les plus-values immobilières. Plus-values immobilières sont exonérées à l'impôt sur le revenu après 22 ans et puis aux contributions sociales au bout de 30 ans. C'est d'ailleurs ce qui va poser problème et ce qui ouvre la porte à l'impôt société, c'est qu'on est passé d'un régime 22 ans d'exonération à l'impôt sur le revenu, sachant qu'on part d'une base de 19% et que sur les contributions sociales de 17,2%, on est exonéré uniquement au bout de 30 ans, mais depuis le quinquennat de François Hollande, on nous a créé un mécanisme de contribution sociale dont les abattements ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des abattements très bas au départ et plus élevés au cours des 6 dernières années, ce qui a pour objectif de bloquer souvent des ventes parce que lorsqu'on vient nous voir et qu'on nous pose la question du calcul de la plus-value, lorsqu'on est dans les dernières années, on peut avoir intérêt à attendre 2 ou 3 ans avant de vendre pour purger totalement toutes les plus-values. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on a un délai relativement long pour arriver à zéro. 30 ans, on n'est plus sur un délai moyen, on est vraiment sur un délai long. La problématique de l'impôt sur le revenu pour la SCI, c'est la détermination de l'assiette de l'impôt. Dans le cadre de la 2072, on ne peut déduire que certaines charges énumérées et donc on va se trouver facilement en porte-à-faux par rapport à l'IS. Par exemple, les gros travaux, certains gros travaux ne sont pas déductibles. Et puis, il y a aussi une chose, les intérêts d'emprunt, seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles. Il n'y a pas de notion d'amortissement, comme on va le voir tout à l'heure, à l'impôt société. Ce qui signifie que, basiquement, nous, on a généralement au moins 1 à 2 consultations par mois, des personnes qui viennent nous voir, qui ont acheté un bien il y a 1 année, 2 années, et puis qui nous disent « mais je ne comprends pas, mon impôt sur le revenu a augmenté ». J'ai effectivement acheté un bien, donc j'ai un loyer de 2 000 € par mois, puis j'ai un remboursement de 1 800 € par mois. Ils me disent, compte fait, il y a peu d'écart. Et on leur explique, oui, mais là, vous nous parlez de trésorerie. Dans le cadre d'un remboursement, vous ne nous parlez pas de fiscalité. Parce que à côté des 2 000 € de loyer, on ne va pas déduire les 1 800 de remboursement d'emprunt, on va déduire uniquement les intérêts d'emprunt. Et comme on est sur des intérêts plutôt bas, on va aller sur 800, 900 €. Et donc là, on va avoir un frottement fiscal. Et ce frottement fiscal, il va être imposé à l'impôt sur le revenu à un niveau élevé, puisqu'il va dépendre de votre tranche marginale d'imposition. Ça veut dire qu'au regard de vos traitements et salaires, de votre retraite, de vos autres catégories de revenus, vous êtes peut-être déjà dans une tranche à 30%. Donc, si on rajoute les contributions sociales, 17,2, ça veut dire que sur ce différentiel sur le revenu foncier, vous allez être imposé facilement à 47,2%. C'est-à-dire que vous avez un associé qui s'appelle l'État qui prend quand même une grande partie du revenu. Et donc, il y a un coût fiscal extrêmement important. Alors là, je vous ai pris le cas de la tranche marginale à 30%, mais si on prend la tranche marginale la plus élevée qui existe, qui est celle de 45%, et vous rajoutez 17,2%, ça veut dire qu'on a un certain nombre de foyers fiscaux qui, sur leur revenu foncier, vont être imposés à 62,2%. Et c'est là où on va avoir la réflexion de l'impôt sur les sociétés. Alors, petite précision, l'inconvénient de la SCI à l'impôt sur le revenu, c'est qu'elle ne peut faire que des actes civils, généralement donc de la location nue, ce qu'on appelle, et pas de la location meublée. Et si vous voulez faire de la location meublée dans une SCI à l'IR, il ne faut pas que vous dépassiez 10% du chiffre d'affaires.
Sinon, vous risquez une requalification immédiate à l'impôt société. Donc, pour bien voir, l'impôt sur le revenu est effectivement intéressant, souple parce qu'on n'a pas de comptabilité, parce qu'on va bénéficier d'abattements et d'exonérations sur les plus-values totales au bout de 30 ans. Néanmoins, pour le coût d'acquisition du bien va être extrêmement lourd pour la personne. Dernière petite précision, et pour moi c'est quand même un élément important, c'est qu'au cours des dernières années, chaque président nous a augmenté les contributions sociales. Et typiquement, quand vous achetez un bien, vous dites, j'ai pris une décision en 2011 d'acheter un bien immobilier, et vous vous rendez compte que lorsque vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous avez une augmentation des contributions sociales de la part de François Hollande, et puis une nouvelle d'Emmanuel Macron. Donc, de manière totalement indépendante de votre bon vouloir, vous avez une imposition qui a beaucoup augmenté et vous ne pouvez rien faire. Alors, vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce qu'on parle de l'impôt sur les sociétés, mais vous subissez l'impôt à l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt société, on parle donc de SCI à l'IS qui sont fiscalement opaques. On a une trajectoire qui a été initiée par Emmanuel Valls lorsqu'il était Premier ministre, de baisse de l'impôt société, qui d'ailleurs vient d'être confirmée au regard même de la crise du Covid, puisque pour l'exercice ouvert en 2021, on passera à 26,5%, et pour l'exercice 2022 à 25%. L'avantage de l'IS, c'est qu'on peut aussi bénéficier de régimes particuliers, mais on ne va pas développer ça, c'est le régime Murphy et le régime de l'intégration fiscale. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a un taux d'IS qui baisse. Et c'est toute la logique de la politique fiscale européenne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une monnaie commune, la seule possibilité de jouer sur l'économie, c'est la fiscalité. Et plus la monnaie, plus la dévaluation. Donc, on a une guerre au sein de l'Europe où on a des pays qui vont chercher le taux d'impôt le plus bas. Quand Emmanuel Valls baisse l'IS, il le baisse parce qu'il y a une pression trop forte sur les entreprises françaises. Et nous, typiquement, avocats fiscalistes, il arrive qu'on ait des clients qui viennent nous voir pour nous dire mais où je dois installer mon entreprise pour avoir l'IS le plus rentable, le meilleur IS tant en assiette qu'en calcul. Donc, la trajectoire de baisse de l'IS, elle n'est pas liée à une politique purement française. Elle est liée au fait que, de toutes les manières, la France, si elle voulait rester compétitive, avait l'obligation de baisser l'IS. Et donc, par rapport à ce que je vous ai dit sur les contributions sociales, on voit bien le cheminement. C'est que l'impôt sur le revenu n'a pas particulièrement augmenté au cours des dernières années. Bon, on a eu une tranche supplémentaire, mais c'est surtout les contributions sociales qui ont augmenté. Par contre, l'IS baisse et je pense que cette baisse se continuera à l'avenir en Europe et également en France. Donc, on a deux trajectoires différentes qui ont un effet sur l'acquisition d'un bien immobilier. Autre élément important, c'est que dans le cadre de la déduction des charges, on va avoir quand même quasiment une non-limitation par rapport à ce qu'on voit à l'impôt sur le revenu lorsqu'on est à l'impôt société. Mais l'élément essentiel, l'élément phare, c'est l'amortissement du bien. L'amortissement du bien, ça veut dire que vous avez acquis un bien, prenons d'une valeur de 1 million d'euros. On va considérer que le terrain, puisqu'on va distinguer le terrain et la construction, alors même s'il s'agit d'un appartement à Paris, hein, vous êtes propriétaire d'un terrain, donc on va considérer que le terrain vaut 30 ou 35%, lui n'est pas amortissable, et puis donc les 650 000 ou 700 000 euros qui restent, eux, vont être amortissables sur une durée de 30 ans. Donc vous voyez bien que vous avez décaissé le prix au moment où vous signez votre acquisition chez le notaire, mais que tous les ans,
on va vous déduire cette charge virtuelle qui va vous faire baisser l'impôt, mais qui est aussi un gain de trésorerie. Et par ce biais-là, on a donc un calcul en base de l'impôt qui est nettement plus favorable dans le cadre de l'impôt société. Ça, c'est vraiment la différence essentielle entre l'impôt sur le revenu et l'impôt société. Alors, quand on mixe avec des taux d'imposition quand même très différents, on voit qu'il n'y a pas photo, qu'il y a un avantage très important pour une acquisition de biens à l'IS. Nous, typiquement, lorsque nos clients viennent nous voir et nous parlent de leur projet immobilier, on leur fait des simulations et on a donc des écarts importants entre l'impôt sur le revenu et l'IS. Alors, c'est lié aussi à deux éléments. Plus on a une personne qui a un taux d'imposition élevé et plus l'acquisition se fait sur un montant élevé. J'aurais tendance à dire, puisque nous, on fait les calculs à chaque fois, pour une acquisition, pour plusieurs acquisitions d'un total inférieur à 500 000 euros, l'impôt sur le revenu reste quand même le plus efficient parce qu'on va avoir peu de frottement fiscal. Mais au-dessus, et 500 000 euros, ce n'est pas une somme importante en immobilier, dès qu'on veut acquérir un bien, il faut passer à l'impôt sur les sociétés. Alors, on a vu l'imposition société, mais il y a aussi une chose, c'est lorsqu'on désire récupérer cet argent pour vivre de ses locations, on a une deuxième étape qui n'existe pas à l'impôt sur le revenu, et notamment à la SCI et à l'IR, qui est celui de la distribution de dividendes. C'est-à-dire que la société va payer son IS, et après, on a une personne qui va distribuer va bénéficier d'une distribution de dividendes annuelle pour pouvoir récupérer, recevoir sa mise. Donc, c'est vrai qu'on a une double imposition, mais on a un tel écart que la double imposition n'est pas gênante. Donc, on reste dans un système avantageux, surtout avec la flat tax de 30% qui est rentrée en application avec Emmanuel Macron. Alors, en termes d'inconvénients, on peut avoir une problématique au moment où on revend les biens. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez revendre les biens, votre plus-value, elle n'est pas liée à une durée de détention. Et donc, vous pouvez avoir votre bien depuis 30 ans, vous n'aurez pas de fiscalité préférentielle comme à l'impôt sur le revenu. Au contraire, comme vous aurez amorti totalement le bien sur 30 ans, votre plus-value, on va la comparer à la valeur d'acquisition du bien moins l'amortissement. Donc, si votre bien, vous l'avez acheté 1 million d'euros, vous avez entièrement amorti les 700 000 euros de construction, c'était l'exemple de tout à l'heure, on va arriver à une valeur uniquement de celle du terrain, et effectivement, on va comparer un bien qui va être vendu par exemple 1,5 million avec 300 000 euros. Donc là, on a une imposition qui d'un seul coup va faire mal. Néanmoins, on est sur un taux d'IS à 25%, et quand on fait, nous, les simulations, on se rend compte qu'il est préférable de payer d'un seul coup à la fin une plus-value importante plutôt que de subir l'impôt à titre personnel. Parce que tout à l'heure, quand je vous expliquais qu'on était imposé à 72% sur les revenus fonciers, il y a aussi un système de parasitage des autres revenus parce que le fait d'augmenter votre tranche risque aussi d'augmenter votre taux d'imposition sur les autres catégories de revenus. Donc, on a une imposition à l'impôt sur le revenu qui va venir impacter toutes les catégories de revenus qui composent votre foyer fiscal. À l'IS, on est sur un mécanisme différent. On est totalement indépendant de la personne physique ou des associés, et donc on a une imposition élevée. Donc, on peut considérer que c'est un désavantage, nous, lorsqu'on fait des simulations, puisque quand nos clients viennent nous voir pour nous dire « j'ai un projet immobilier », on va aussi évaluer s'ils sont amenés à vendre le bien au bout de 5 ans, 10 ans ou 20 ans, et voir l'impact. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que
on est dans un principe, dans une gestion totalement différente lorsqu'on est à l'impôt société. Il faut plutôt avoir une réflexion de constitution d'une foncière plutôt de se dire j'achète un bien et je vais le revendre. Le propre d'une foncière, c'est d'acquérir des biens, les revendre, mais pas obligatoirement pour distribuer le coût aux associés. C'est surtout pour transmettre du revenu. Donc, on est sur un raisonnement différent. L'objectif de créer une SCI, d'acheter à l'IS, de vendre le bien, puis après de redistribuer, effectivement, on aura un coût élevé. Alors, coût élevé, pas obligatoirement supérieur à celui qu'on voit à l'impôt sur le revenu, mais un coût élevé d'un seul coup à la sortie. Donc, on fait attention à cette problématique de sortie, mais il est évident que lorsqu'on est dans le cas d'une acquisition de biens d'un certain montant et qu'on a des revenus, on va dire, dans une tranche qui sont proches ou qui sont déjà imposés à 30%, il faut acquérir et faire une option à l'impôt société. Ce qui nécessite qu'on n'est pas dans une logique de perception des loyers. On est dans une logique où les loyers vont servir à rembourser un emprunt et donc on neutralise cette fiscalité. Autre précision, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais lorsque on va être amené par définition à l'IS, lorsqu'une SCI est à l'IS, on va avoir besoin donc d'un expert comptable avec une vraie comptabilité. Donc, on a un compte bancaire. Dans certaines SCI à l'IR, moi, je constate que mes clients n'ont pas de compte bancaire. Mais honnêtement, un expert comptable, lorsqu'il fait une comptabilité de SCI, faut être clair, hein, il passe quelques heures par an. Ce n'est pas un bilan d'une PME avec des centaines de factures. Donc, oui, il y a un inconvénient en coût de structure de gestion, mais ça ne constitue pas un handicap en soi. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que moi je voulais vous dire, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a plusieurs étapes à avoir. Pour moi, on a quoi? On a la possibilité, lorsqu'une personne va acheter un bien et veut faire de la location meublée, de passer par ce qu'on appelle le LMNP. Mais pour le coup, on a une problématique parce que c'est généralement en détention propre ou par l'intermédiaire d'une SARL de famille. Donc, on ne peut pas avoir une société avec n'importe qui. Pour moi, il est important de passer à l'impôt société lorsque on a un patrimoine immobilier qui commence à grossir et qu'on risque là un frottement très important à ce niveau-là. Et on va le voir, je l'ai remis ici en matière de synthèse. Pour moi, dans mon cas, je considère que dès qu'on dépasse les 500 000 euros, il faut être à l'impôt société. Se pose néanmoins la problématique des biens qui ont été achetés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'impôt sur le revenu. Et alors là, pour le coup, il y a une véritable analyse à faire. Parce que si vous avez pendant 20 ans payé de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas pire erreur que de faire une option à l'IS. Vous allez perdre l'avantage de l'exonération sur les plus-values. Donc, généralement, moi, je ne suis pas favorable à opter à l'IS pour les sociétés anciennes. Ce qu'on peut être amené à faire, c'est que la SCI vende à une autre société constituée de personnes un peu différentes, mais toujours du cercle familial, où par exemple, on va faire monter les enfants pour purger la plus-value, et notamment l'exonération, et partir sur un schéma à l'impôt société. C'est généralement ce qu'on peut être amené à faire. Mais la base, c'est de toutes les manières, il faut absolument regarder pourquoi on achète un bien. Est-ce qu'on souhaite le transmettre ou on veut tout simplement le détenir en direct?
Et donc là, on va se poser la question de créer ou non une société civile immobilière. Et surtout, au regard de sa fiscalité du moment et comment on voit évoluer sa fiscalité, euh, se dire quel choix je vais être amené à faire, l'impôt sur le revenu ou l'IS. Alors, on peut au début décider d'opter, de conserver l'impôt sur le revenu et puis après de passer à l'IS. C'est une possibilité. Pour les sociétés qui ont été constituées, on va dire, au cours des 5-6 dernières années, nous, généralement, on privilégie l'apport de titres à une structure à l'IS parce que ça va permettre d'amortir. Euh, Faire une option à l'IS sur une vieille société n'a pas d'intérêt puisque vous allez amortir sur une valeur d'un bien immobilier qui a été acheté il y a 20 ans. Donc une valeur qui se trouve très éloignée de la réalité. Donc on ne va pas optimiser de cette manière le schéma. Donc voilà ce que je voulais vous dire.